Salut les terriens, puisqu'il n'y a pas de sponsor cette semaine, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont fait le déplacement au Summer Space Festival dimanche dernier. Cette journée spatiale a été une vraie réussite, certains sont d'ailleurs venus de très loin et ça m'a vraiment touché de vous rencontrer. Un grand bravo aux organisateurs pour cet événement de qualité. J'espère que vous êtes en forme parce que cette semaine, l'actualité spatiale était débordante, alors accrochez-vous, je vous souhaite un très bon journal de l'espace. Puisque l'aventure de l'homme dans l'espace, c'est aussi l'occasion d'admirer de superbes images et de belles prouesses technologiques, cette semaine on démarre ce journal avec un atterrissage à couper le souffle d'un lanceur Falcon 9 de SpaceX. Le vol a eu lieu la semaine dernière, le 30 juin, pour la mission Transporter 2 de l'entreprise d'Elon Musk, qui a mis en orbite polaire une douzaine de satellites de ses clients. Sur ce type de trajectoire, le lanceur ne se pose pas en mer, comme à son habitude sur sa barge océanique, mais sur Terre, directement à Cap Canaveral en Floride. On y voit ici le lanceur Falcon 9 rallumer son moteur central pour ralentir la descente, les pieds d'atterrissage se déployer à quelques mètres du sol, pour ensuite poser la structure rapidement et sans à-coups en plein centre du pad d'atterrissage. Une manœuvre maintenant devenue routinière pour SpaceX, mais dont on ne se lasse toujours pas d'admirer. Et puisque l'on parle d'atterrissage, cette semaine le vaisseau cargo Dragon, amarré à l'ISS, devait rentrer sur Terre le 6 juillet dernier, mais une météo chaotique dans la zone d'amérissage prévue dans l'océan Atlantique a repoussé le départ de quelques jours. D'après les dernières infos, au moment où je prépare ce sujet, le cargo ne devait pas se détacher de la station avant jeudi 8 juillet pour rentrer 2 jours plus tard. Il est donc probable qu'au moment où vous regardez la vidéo, le vaisseau Dragon soit sur le retour ou fraîchement rentré sur Terre. Celui-ci va notamment ramener une partie des très nombreuses expériences réalisées sur la Station Spatiale Internationale, qui, comme je le rappelais dans ma présentation au Summer Space Festival dimanche dernier, est un immense laboratoire en orbite où la recherche médicale y est très importante. Je vous mets d'ailleurs le lien du live dans la description si vous souhaitez revoir la présentation. Je vous parlais tout à l'heure de vieillissement des os. L'ostéoporose, c'est aussi un phénomène qu'on a sur Terre. Donc toutes les recherches qui sont faites sur l'ISS, elles nous bénéficient aussi bien évidemment sur Terre. On fait énormément de recherches sur ça, on fait énormément de recherches sur les cancers, vu que forcément on est dans un milieu où les cancers se développent plus facilement. Donc c'est vraiment un énorme laboratoire de recherche très avancé pour faire avancer la science aussi sur Terre. Et ça c'est important de le noter, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte que l'ISS c'est pas que pour le spatial, c'est aussi et surtout pour la vie, pour améliorer notre vie sur Terre. En tout, dans le cargo de SpaceX, c'est plus de 2 tonnes de matériel qui retourne sur Terre et permettra aux scientifiques d'analyser et prolonger les travaux menés dans l'ISS et de mieux comprendre l'action qu'aura eu la microgravité sur leurs expériences. Parlons maintenant de cette superbe sortie dans l'espace par 2 taïkonautes chinois. Depuis le 17 juin dernier, 3 taïkonautes sont à bord de la CSS, la Station Spatiale Chinoise, et pour la première fois depuis 2008, 2 d'entre eux ont réalisé une sortie extravéhiculaire le 4 juillet dernier pour tester le bras robotique de la station et installer divers éléments à l'extérieur de cette dernière pour les futures sorties dans l'espace. Cette EVA, qui a duré près de 7 heures, a été intégralement diffusée en live, ce qui n'est pas habituel pour la CNSA, l'agence spatiale chinoise, qui petit à petit fait des efforts en termes de communication au grand public. Les internautes étaient d'ailleurs très nombreux derrière leurs écrans, puisque l'événement a totalisé 300 millions de vues. J'avoue, je suis jaloux. Liu Boming était installé au bout du bras robotique, piloté depuis l'intérieur de la station par son compatriote Ni Haicheng, une situation similaire à celle sur l'ISS il y a 3 semaines, où Thomas Pesquet était accroché au bras Canadarm, piloté par l'astronaute américaine Megan McArthur. La Chine continue donc son aventure autour de notre planète avec cette station spatiale modulaire qui sera complétée l'année prochaine par 2 autres modules et pourra en contenir 6 par la suite si les opérations continuent de bien se dérouler pour le pays. Les taïkonautes de la mission Shenzhou 12, qui resteront sur la station pendant 3 mois au total avant d'être remplacés, se préparent à présent pour une seconde sortie extravéhiculaire dans les semaines qui viennent. Notre soleil a piqué une colère cette semaine, je vous emmène voir ça de plus près. Le soleil est indispensable à notre vie sur Terre, mais il arrive aussi que notre étoile vienne perturber nos habitudes et notre mode de vie. Le week-end dernier, c'est une éruption solaire majeure, dite de classe X, c'est-à-dire parmi les plus intenses, qui a pu être observée par le satellite Solar Dynamics Observatory. Sur ces images, vous voyez l'éruption dans plusieurs filtres d'observation différents en haut à droite de l'écran, un événement d'une rare puissance qui n'était pas arrivé depuis 4 ans. Cette colère du Soleil a impacté le champ magnétique de notre planète, qui nous protège en grande partie de ces éruptions, et la haute atmosphère, qui a été ionisée, a elle aussi joué un rôle similaire en arrêtant une grande partie du rayonnement solaire restant.
Ces modifications temporaires de notre atmosphère ont ainsi perturbé tout le système radio à ondes courtes au niveau de l'Atlantique, gênant pendant une bonne heure les communications des aviateurs et marins dans cette zone. Un moindre mal quand on sait que les éruptions les plus puissantes peuvent provoquer un véritable blackout en perturbant, voire détruisant tous les systèmes électriques sur leur passage. Preuve en est qu'avec notre dépendance à l'électronique aujourd'hui, une météo solaire pour prévenir ces événements serait plus que nécessaire. Je vous emmène maintenant à la découverte du SKA, le plus grand radiotélescope du monde, et nous en profiterons pour faire le point sur Hubble. Après 30 années de préparatifs, la construction de l'observatoire Square Kilometer Array, le SKA, débute enfin, ce qui devrait donner à terme le plus grand radiotélescope du monde. Sa particularité est qu'il va être construit sur 2 sites différents et très éloignés sur notre planète, l'un en Australie avec une installation de 130 000 petites antennes pour les basses fréquences, et l'autre en Afrique du Sud dans le désert de Karoo qui comptera 197 antennes paraboliques de 15 mètres de diamètre pour écouter les moyennes fréquences. L'installation complète sur ces 2 sites sera donc capable de recevoir les signaux radio dans de vastes gammes de fréquences et aura une zone de collecte totale d'1 km², d'où son nom Square Kilometer Array. Philip Diamond, le directeur général du Square Kilometer Array Observatory, déclarait le 29 juin dernier: « Aujourd'hui, l'humanité fait un nouveau pas de géant en s'engageant à construire ce qui sera la plus grande installation scientifique de ce type sur la planète, pas seulement un mais 2 réseaux de radiotélescopes les plus vastes et les plus complexes, conçus pour révéler certains des secrets les plus fascinants de notre univers. » Le SKA sera en effet capable de détecter des objets si éloignés de notre planète que les ondes radio mettent, tenez-vous bien, 13 milliards d'années pour atteindre la Terre, offrant ainsi un aperçu des premières étapes juste après le Big Bang, c'est-à-dire la création de l'univers. Il devrait également fournir des images d'une qualité supérieure à celle fournie par le télescope Hubble dont nous parlerons juste après. Ce projet aura commencé en 1993 et nécessitait la contribution de 16 pays différents pour financer sa construction, pour un coût total d'1,3 milliard de dollars, qui va donc enfin pouvoir démarrer cet été. Le chantier du SKA va durer jusqu'en 2029, mais devrait déjà être en mesure de fournir ses premières mesures scientifiques en 2024, et aura une durée de vie de 50 ans au minimum. On espère bien évidemment que les résultats seront à la hauteur de l'attente, comme pour ce qui est du James Webb Space Telescope. Et puisque l'on parle de télescope, au moment où je prépare ce sujet, Hubble ne répond toujours pas depuis le 13 juin dernier, et les opérations de sauvetage à distance continuent toujours aujourd'hui. Cette panne qui ne manque pas d'inquiéter la communauté scientifique n'est cependant pas la première pendant les 31 années de fonctionnement du mythique télescope spatial, mais différente des précédentes puisqu'elle touche l'ordinateur de bord qui contrôle les instruments. C'est donc un problème plus informatique que mécanique qui donne du fil à retordre à l'équipe en charge du télescope. Si ce dernier venait à rendre l'âme, c'est toute une partie de l'observation dans l'ultraviolet qui sera alors impossible pour les scientifiques, puisque comme l'expliquent les chercheurs, cette longueur d'onde est bloquée par l'atmosphère de la planète et ne peut être observée que depuis l'espace ou au moins 35 km d'altitude. Or actuellement, dans l'espace, seul Hubble était capable d'observer dans l'ultraviolet. Un autre problème est aussi que sur cette longueur d'onde particulière, Hubble n'a pas vraiment de remplaçant, car même le James Webb Space Telescope n'est pas prévu pour observer dans le domaine de l'ultraviolet, et se spécialise plutôt dans l'infrarouge. Des ballons-sondes peuvent bien monter au-dessus de notre atmosphère pour prendre le relais d'Hubble, mais les contraintes physiques et techniques d'utiliser des ballons stratosphériques obligent ces télescopes à rester limités en taille. Il n'y a donc pas d'autre choix, il faut sauver Hubble. Allons maintenant faire un tour à la frontière de l'espace avec les dernières nouvelles de Virgin Orbit, Virgin Galactic et Blue Origin. Richard Branson est à la tête de nombreuses entreprises, avec pour celle qui nous intéresse ici Virgin Orbit, ainsi que la très médiatisée Virgin Galactic, dont nous parlerons aussi dans un second sujet de ce journal de l'espace. Virgin Orbit a réalisé avec succès la semaine dernière sa toute première mission commerciale de mise en orbite de petits satellites pour plusieurs clients. La fusée utilisée ici s'appelle Launcher One et comme je vous l'expliquais dans de précédentes vidéos, celle-ci est tirée depuis un 747 modifié, Cosmic Girl, qui transporte la fusée sous son aile, l'emmène à plus de 10 km d'altitude, là où l'atmosphère est moins difficile à traverser, et largue sa fusée Launcher One pour qu'elle puisse monter vers l'espace. Virgin Orbit avait raté son premier essai l'an dernier, mais réussi son lancement test en début d'année avec une dizaine de CubeSats de la NASA. C'était donc la semaine dernière son premier vol opérationnel réussi, des résultats qui sont de bon augure pour la suite des ambitieux projets du milliardaire Richard Branson dans le marché déjà très concurrentiel des lancements de petits satellites.
Et puisque nous parlons de Richard Branson, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que ce dernier va bientôt s'envoler vers l'espace, ou presque ce week-end, à bord de Spaceship Two, son avion-fusée de tourisme spatial qui va monter jusqu'à 80 km d'altitude, à la frontière de l'espace qui se situe entre 80 ou 100 km d'altitude en fonction des pays et conventions. Ce vol dimanche sonnera ainsi l'ouverture d'une nouvelle ère spatiale, celui du tourisme dans l'espace, et sera suivi le 20 juillet prochain par le vol de Jeff Bezos, qui ira lui aussi en direction des étoiles à bord de sa fusée New Shepard avec plusieurs passagers, le gagnant de sa vente aux enchères caritatives, son frère, et on vient d'apprendre que le 4e astronaute touristique sera Wally Funk, une femme qui a aujourd'hui 82 ans et qui a dédié sa vie à l'espace sans jamais avoir pu y aller. Elle faisait partie dans les années 60 du projet Mercury 13 qui avait pour but de sélectionner 13 femmes pilotes pouvant intégrer la NASA, mais à une époque où l'égalité homme-femme n'était pas vraiment dans les mœurs, ces 13 candidates astronautes, malgré des compétences physiologiques et psychologiques identiques à leurs homologues masculins, aucune ne fut retenue pour le projet Mercury, et elles n'ont alors jamais pu aller dans l'espace. Le 20 juillet prochain, Wally Funk deviendra donc la personne la plus âgée à dépasser la ligne de Kármán pour atteindre l'espace grâce à ce vol, un événement qui nous confirme qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour réaliser ses rêves. On termine ce journal en direction de Mars avec les dernières nouvelles du rover européen Rosalind Franklin. L'Agence spatiale européenne vient de communiquer sur les derniers essais du rover Rosalind Franklin, ou plus précisément du système qui va le poser à la surface de Mars en 2023, à savoir un ingénieux système de parachute. Le souci, c'est que jusqu'à maintenant, tout ne se déroulait pas vraiment comme prévu, et de nombreux problèmes lors de l'ouverture de ces parachutes avaient obligé l'ESA à repousser une nouvelle fois le départ de leur rover pour attendre la prochaine fenêtre de tir vers la planète Mars prévue l'année prochaine en septembre 2022. Ce système a été la bête noire des ingénieurs de l'ESA sur ces dernières années, jusqu'à ce qu'une lueur d'espoir commence à apparaître, comme je vous en parlais il y a 15 jours avec les essais réussis des parachutes sur banc d'essai au sol. Cette semaine, avec la réalisation satisfaisante mais pas parfaite de tests en haute altitude, l'ESA nous a offert cette vidéo de l'ouverture du premier parachute. L'agence spatiale a ici fait monter son système à 29 km d'altitude à l'aide d'un ballon stratosphérique gonflé à l'hélium, pour ensuite le faire tomber en chute libre, permettant de tester un premier parachute de 15 mètres de diamètre qui s'est ouvert à la perfection, puis un second de 35 mètres, le plus grand jamais utilisé pour poser un rover sur Mars, mais qui a ici subi des dégâts sans pour autant empêcher ce dernier de remplir son rôle. En effet, ces parachutes vont devoir s'ouvrir et ralentir le rover Rosalind Franklin avant qu'il ne touche la surface de Mars, alors qu'il foncera dans l'atmosphère de la planète à près de 21 000 km/h. Il reste encore à l'ESA 2 phases de test aux États-Unis en octobre et novembre cette année pour permettre aux ingénieurs de corriger ces derniers défauts, avant, espérons-le, de voir enfin un rover européen à la surface de Mars qui rejoindra ses collègues Curiosity, Perseverance et Jujon. Son décollage est prévu en septembre l'année prochaine et son arrivée sur Mars aura lieu plus tard après un long voyage en juin 2023. Avant de se quitter, notez bien que vendredi prochain il n'y aura pas de journal de l'espace puisque je profite de quelques jours de repos pour partir à la découverte du Puy du Fou. Par contre, les Le saviez-vous du mardi continuent comme d'habitude et pour le prochain épisode, je vous emmène à Boca Chica faire le point sur les dernières avancées de cet incroyable projet de vaisseau spatial Starship. Pensez à faire briller ce pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas d'activer cette petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo du journal de l'espace. Je vous dis donc à mardi, salut les terriens!